Bonjour à tous, c'est Émilie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison sur, attention, de la romantaisie. On va vous parler de Fourth Wing, le tome 1 de Rebecca Yarros. Alors, à savoir que, moi c'est une erreur, hein. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai pris vite fait celui-ci sur Audible parce qu'il fallait absolument que je dépense un crédit pour pouvoir résilier mon abonnement. Et pour que ça vaille le coup, je prends toujours des lectures qui prennent au moins 20 heures. Et lui, il y avait beaucoup d'heures et il m'a été conseillé. Et j'ai cru que c'était de la fantaisie. Et je me suis dit, bon allez, même si c'est du young adulte, je leur laisse une chance et tout, alors que c'est ni du young adulte. Et c'est de la romantaisie. Alors moi, ma plus grande question, c'est comment est-ce que Mélo a pu passer quand même à travers le fait que ce livre-là, c'est très très clairement de la romantaisie. Enfin, je veux dire, c'était son étiquette, c'est romantaisie. Voilà, tout le monde ne disait que ça à propos de ce livre. Donc elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Moi, je le savais très bien. Pour tout vous dire, j'avais même prévu de ne pas le lire. Au début, je m'étais dit pourquoi pas. Parce que c'était surtout l'aspect dragon, l'aspect academia qui m'intéressait un petit peu. La couverture est quand même très sympa et moi en fait c'est la couverture du tome 2 quand il est sorti ici qui m'a tapé dans l'œil et après j'ai vu passer puisque à partir du moment où le tome 2 est sorti ici, je crois le tome 1 est sorti en France et c'est là que j'ai vu énormément de retours puisque tout le monde était in love absolu avec ce livre. J'étais super surprise. De la romantaisie, moi le seul livre que j'ai lu c'est ACOTAR, tome 1, tome 2. Et voilà, c'est ma seule histoire avec la romantaisie. Donc pour tout vous dire, j'avais vraiment pas prévu de le lire. Quand Mélo l'a lu et qu'en plus elle a terminé en disant c'est presque un coup de cœur, là je me suis dit mais non, mais on m'aurait donc menti, ce n'est pas vrai. Et donc je l'ai pris sur Audible moi aussi puisque j'étais à court de trucs à écouter et j'avais des crédits et je me suis dit bon. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà commencé un extrait et j'avais renoncé parce que la voix de la conteuse. Ouais, la voix de la conteuse vraiment ne se prête pas du tout au récit parce que en fait on n'est pas dans du young adulte. Hein. J'ai failli me faire avoir parce que je l'ai pas vu en librairie donc je sais pas où il était classé et d'après la couve ça m'inspirait plutôt du young adulte. C'est complètement de l'adulte et les personnages ils ont une vingtaine d'années déjà, 20 ans un petit peu dépassés, hein. Surtout l'héroïne et la voix. C'est une voix de gamine, vraiment, avec des intonations de gamine, un côté très innocent, très je découvre la vie, ce qui n'est pas du tout adapté. Et en plus assez lent, à savoir que moi, comme pour toutes mes écoutes, je mets ça en 1,2, donc du coup c'est devenu acceptable, mais de base, c'est vraiment très très lent. Je l'ai fini en 1,6, hein. Voilà, c'est vous dire, je l'ai commencé en 1.2 et je l'ai fini en 1.6. À savoir que moi quand j'ai dit que j'avais un presque coup de cœur, voire un coup de cœur, en vrai je pense que je l'ai mis dans ma catégorie diamant de BookNote parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est assez rare avec les livres audio, mais après à savoir que les livres audio d'habitude je prends des livres que je ne ferai pas en papier parce que je les trouverai un peu trop lents, un peu trop denses, donc c'est des lectures exigeantes que je fais d'habitude. Et donc j'ai un peu du mal à rester attentive, sachant que même de base j'aurais du mal à rester attentive. Et là j'avais de 1 très envie d'y revenir et de 2 je décrochais quasiment pas du récit. Bon déjà parce que c'est un récit un peu plus simple, même si quand même assez long, hein, c'est une grosse péricasse hein, je trouve. Et en audio ça donne un récit long même en x1,2. Vraiment c'était pas vraiment un attachement pour les personnages, mais j'avais un attachement pour l'ambiance dans laquelle ça me plongeait. Avec ce tome 1 en tout cas, parce que à savoir que là j'ai entamé le tome 2 et c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus lent, j'ai fait 6 heures d'écoute. Alors que le tome 1, je l'ai fait en une semaine, hein. Du jamais vu pour un livre audio. Il y a des points positifs. Je vais pas dénigrer ce livre complètement. Il y a des points positifs. Je comprends que ça puisse plaire, mais je suis quand même surprise que ça plaise autant à Mélo. Si vous voulez, j'ai surtout forcément noté les points négatifs, donc je vais commencer par les positifs, comme ça ce sera fait. Le world building est intéressant. Voilà, le world building est intéressant. C'est un world building de fantasy qui souffre quand même de certaines failles parce que l'histoire n'est pas centrée sur les enjeux politiques, les enjeux... Enfin, ça y est, bien sûr, parce qu'il faut quand même un fond à l'histoire et c'est quand même mieux que rien, mais c'est clairement pas creusé comme on peut s'y attendre dans de la fantasy adulte avec une guerre qui dure depuis plus de 400 ans. 400 ans de guerre, non je le précise parce que c'est beaucoup. Cela dit, j'ai vérifié, la guerre la plus longue de l'humanité chez nous c'est 700 ans. Voilà, donc c'est pas complètement absurde, mais 400 ans de guerre quand même,
Le world building est bon, voilà, il y a différents types de dragons, il y a différentes académies, enfin il y a une grande académie où les jeunes sont formés dans différents secteurs. Maintenant, je trouve qu'en fait, alors les données essentielles, c'est-à-dire superficielles, sont là. Maintenant, les données brutes de fond ne sont pas là. C'est-à-dire que font tous les autres jeunes qui ne sont pas acceptés dans les cadrans? Ils vont où? On découvre bien plus tard, mais quand je dis bien plus tard, c'est genre dans les 10 derniers pourcents, qu'il y a des fantassins, c'est-à-dire que l'armée c'est pas que les dragonniers, mais du coup j'imagine que les guérisseurs c'est pas que les guérisseurs, enfin il doit y avoir des aides-soignants quelque part, mais voilà, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que ça reste très en surface. Petit point négatif sur le fait que tout a été recréé, donc l'univers, les noms des dragons, tout ça c'est assez recherché. Il y a des petits éléments sur la ligne de front, des attaques, des défenses qui s'abaissent, blablabla, donc pourquoi pas. On rajoute à ça des griffons qui sont l'ennemi principal des dragonniers, hein, voilà. Mais par contre, l'autrice n'a pas été capable de renommer ou de changer les saisons et les mois de l'année, qui sont les mêmes que chez nous. Voilà, c'est vraiment je chipote, c'est un petit truc. Mais je trouve ça dommage quand on pousse aussi loin à se dire que finalement, bon, l'année scolaire, elle commence en juillet, puis elle se termine en juillet, et puis l'hiver c'est compliqué parce qu'il fait froid, enfin bon, voilà. Moi, globalement, en fait, avec tous ces points négatifs, je vais être d'accord, comme elle va être d'accord avec tous mes points positifs, hein, je crois. Mais c'est le ressenti qui n'est pas le même au final, malgré tout ça. Pour ce qui est du world building, moi je trouve qu'au contraire, c'est assez équilibré avec la romance. Enfin, en fait, l'un ne va pas sans l'autre dans ce récit, je trouve. Les problématiques sont très liées les unes entre les autres, entre la romance et l'univers de fantasy, la problématique à cette époque-là dans l'univers de fantasy. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ça veut dire qu'on cherche d'emblée un équilibre entre les deux, là où moi j'ai tendance à préférer que la romance représente peut-être 25 max 30% au lieu de 50-50. Voilà, sur un bon world building de fantasy, j'adore la romance, j'adore les touches de romance dans la fantasy, je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'en 50-50, voire Mélo elle dit 50-50, moi je pense que c'est plus 70-30. Hein. Voilà, je suis d'accord que les problématiques sont liées à nos personnages, que les problématiques politiques, les enjeux politiques sont liés, enfin la relation est liée aux enjeux politiques, mais ça reste centré sur leur romance sur une année dans une école, tu vois. En fait, si l'autrice avait voulu, ou l'avait fait, mais l'avait supprimé ensuite, toute la partie pour que ce soit plus complexe, plus dense sur l'explication de son univers, etc., rendre vraiment bien tout cohérent et créer toute une mythologie, toute une culture, tous des langages, etc., le roman aurait été beaucoup trop long parce qu'elle s'appesantit sur d'autres choses. En fait, il y a... Et je sais pas en quoi c'est... Je sais pas sur quelle chose elle passe vraiment beaucoup trop de temps, parce qu'en soi, je l'ai pas trop perçue à l'écoute. Mais elle met du temps à raconter des choses assez simples au final. Et donc du coup ça prend beaucoup de place et ça enlève de la place pour des choses un peu plus intéressantes, on va dire. Moi je vais vous dire les éléments qu'elle n'a pas entendus, Mélo, parce que moi je les ai entendus. Hein. La description de tous les corps musclés des hommes dans ce livre, voilà. Parce que la romance c'est une chose, mais d'une certaine façon il y a la mise en place d'un certain érotisme dans le regard de l'héroïne sur les hommes en particulier, enfin sur les hommes en général et sur un homme en particulier. Ça pour moi ça fait partie des choses que je relève et que je vous dis parce qu'on l'a fait pour le bâtard de Cozigan. Les femmes étaient très clairement sexualisées, ici c'est les hommes, ils sont très clairement sexualisés. Dès qu'on les regarde c'est oh là là qu'est-ce qu'ils sont beaux, leurs muscles dans la lumière là, je pourrais presque compter ces tablettes de chocolat si seulement j'avais l'esprit libre pour pouvoir compter parce que ça donne chaud. Je suis désolée. Je me repais de son corps, voilà. Franchement, c'était too much. Voilà, je pense que de temps en temps, oui, pourquoi pas, on a compris. Je pense que de temps en temps, relever des jolies femmes, ça aurait été pas mal aussi, parce que ça, pour le coup, c'est complètement absent. Que ce soit, enfin, l'héroïne... à peine une description physique, en tout cas de son corps, hein, je parle pas du reste, mais vraiment de son corps. Par contre les hommes, ça y va. Hein. Alors en fait si ça m'a pas autant marqué, c'est parce que j'en avais
rien à carrer. J'ai tendance à les descriptions. Déjà de base, les descriptions, comme je visualise pas, bah je sais pas, je me focalise pas énormément dessus quand je lis. Et là, les descriptions d'hommes, la musculature, j'en ai rien à carrer. Alors franchement, je suis partie ailleurs, je pense. Après, comparé au bâtard de Cossigan, c'était pas aussi gênant. C'était pas en mode. C'était pas objectifié. Alors certes, c'est sexualisé. Mais les personnages masculins ont quand même un rôle, une personnalité à côté. C'est pas juste des machines de muscles. Effectivement, contrairement aux bâtards, il y a quand même des hommes qui ont un rôle. Après, t'en as qui en ont aucun, mais qui sont juste là parce qu'on les a vus une fois torse-poil, hein, voilà. Mais par contre, je pense qu'on peut pas dire que c'est moins gênant parce que, enfin moi je suis pas un homme, donc en fait je sais pas ce que ça fait en tant qu'homme de lire une description comme ça d'homme dans un livre en fait. Voilà, je peux pas me prononcer sur le sujet, peut-être que ça peut gêner des hommes. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, il aurait pu avoir la même chose pour les femmes, du coup, histoire d'avoir un traitement égal. Parce que finalement... Il y a des personnages qui ont des relations homosexuelles et bisexuelles, donc du coup, je vois pas pourquoi avoir une vision très hétérocentrée dans les descriptions, quoi. Parce que notre personnage principal est hétérosexuel, mais c'est vrai que pour le reste, j'ai trouvé qu'on était sur des relations d'adulte à adulte. Avec le consentement qui est exprimé à quasiment chaque fois qu'il y a une relation sexuelle. Alors pas quand ils se matent les uns les autres, hein, parce que ce serait trop demandé, mais dans le cadre des relations sexuelles, le consentement est recherché. J'ai pas noté de viol ou de trucs vraiment... on en a parlé avec Mélo, l'héroïne sait ce qu'elle veut. C'est pas une petite sainte nitouche qui découvre la vie et qui va tomber en pamoison devant des mecs, non, elle a déjà eu une vie sexuelle au préalable, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle veut. Les scènes de sexe sont décrites, alors je dis il y en a deux. Voilà, il y en a deux, alors trois si on compte un baiser particulièrement long et torride. Elles sont décrites, après il y a des descriptions. Je pense que ça rejoint un peu ce que dit Mélo quand elle dit elle était ailleurs parce qu'elle s'en fiche. Moi j'étais bien là. Autant sur les descriptions des scènes de sexe et tout, c'était très décrit. Autant il y a des tas de trucs, je pense que l'autrice ne visualisait pas ce qu'elle écrivait. Parce que moi qui suis quelqu'un d'extrêmement visuel, même avec tous les détails qui étaient donnés, c'était genre impossible. Alors je parle pas des scènes de sexe parce que pour le coup j'ai pas forcément envie de visualiser tous les détails, mais il y a quand même pas mal d'épreuves dans ce côté académia et il y a des trucs, je vous jure, elle était là en mode je tire la corde contre la cheminée et après je monte et j'étais en mode mais alors où sont tes jambes, où sont tes bras, tu vois, enfin franchement ça manquait. Moi du coup sur les incohérences au niveau de la visualisation dans les descriptions, j'ai pas du tout capté ça. Par contre en effet, il y a des moments où moi je me disais bon bah si je comprends pas trop l'enchaînement de tout ça et que ça m'a pas l'air cohérent dans l'environnement, c'est parce que je vois pas, mais visiblement c'était pas moi le problème. Par contre, du coup, au niveau de la longueur des scènes de sexe, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout qu'on est dans de la romance. Je trouve que c'est mal dispatché, ça aurait mérité d'être un petit peu plus court parce que c'était quand même assez long, hein. Même si en soi les scènes sont plutôt pas mal fichues et vraiment on dit les termes. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte et il y a du consentement et c'est vraiment très bien fait, c'est très correct. C'est vrai que c'est un peu long et c'est que dans une grosse partie et après il n'y en a plus du tout. Ce qui fait que c'est un peu bizarre vu que c'est un peu, c'est de la romantésie donc bon. En fait, il y a vraiment la montée d'une tension sexuelle pendant 3/4 du bouquin. Enfin, il se passe quelque chose. Et puis après, voilà, il se passe plus rien. Et puis je crois, il y a un autre petit truc, mais c'est vraiment beaucoup plus court. Et comme dit Mélo, c'est dommage parce que... Alors, est-ce que c'est pas ça qui aussi maintient en haleine et permet vraiment de vouloir lire la suite? Je ne sais pas. C'est des adultes et c'est dit qu'ils ont une vie sexuelle, d'autres personnages en tout cas. Donc ça nous aurait pas gêné peut-être de voir, peut-être pas des scènes aussi longues, mais au moins des amorces autres que ce seul baiser torride. Voilà, d'autres petits trucs avant tout de suite que ça passe à la scène avec d'autres personnages éventuellement, parce que évidemment avec les protagonistes, on pouvait pas les mettre dès le début vu que c'est un enemy to lovers et compagnie. Il fallait forcément que ça s'étire, mais on aurait pu avoir les personnages secondaires, avoir des petites scènes par-ci par-là. Bon après c'est pas grave, moi ça me gêne pas de pas avoir trop de scènes de sexe, mais voilà, c'est le déséquilibre qui est bizarre. Et par contre pour ce qui est des relations, oui moi vraiment c'est ce qui m'a fait aussi apprécier, remonter vraiment et le mettre dans mes quasi coups de cœur. Après c'est peut-être le cas dans toute la romantésie, en fait je me base sur des romances young adultes qui m'ont vraiment déçue. Et si ça se trouve c'est pas rare ce genre d'histoire tout à fait correcte, tout à fait saine.
vraiment le personnage masculin, en termes de consentement, en termes de laisser la femme libre, ne pas la juger et compagnie, et ils sont pas en couple et il est pas en mode jaloux, possessif, ni rien du tout, c'est vraiment extrêmement correct. Limite dans le tome 2 c'est plutôt elle qui est pas très correcte et d'ailleurs c'est un peu ça qui m'énerve et qui me rend la lecture un peu plus difficile, et en effet je pense que c'est aussi ce côté étirement et théorique qui fait que j'avais envie d'y retourner dans ce tome 1, parce que dans le tome 2 du coup il n'y a plus autant de mystère sur la romance. Et donc forcément, c'est un peu plus lent et ça donne moins envie d'y retourner et de savoir ce qui se passe par la suite. En règle générale, c'est la construction des romances, c'est le moment où t'as les papillons dans le ventre qui fait que t'as envie, t'as envie d'avoir ces petits papillons et de savoir comment ça va se passer. Toujours sur la même thématique, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et Mélie l'a dit, c'est ce truc de les personnages ne sont ni naïfs en amour, aucun personnage n'est prude, tout le monde... Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent à quoi s'attendre. On sait que chacun a eu de l'expérience, on sait pas combien et on s'en fout en fait. Et ça, je trouve ça très bien. Il n'y a pas aussi non plus de relation de domination. On dit pas que, attention, l'homme c'est lui qui va éduquer sexuellement la femme parce que il a déjà eu plein de conquêtes et pas elle. Bon, Xaden, le protagoniste masculin, a quand même des choses à apprendre à l'héroïne, mais c'est pas... il n'y a pas de lien avec la romance. L'héroïne pour une fois c'est ce qu'elle veut, même s'il y a une amorce de triangle amoureux, il n'y en a pas réellement au final, et ça c'est vraiment extrêmement chouette. Ah oui, et aussi au niveau des descriptions physiques et de dire voilà tel homme est beau, etc. On n'est pas en mode un beau gosse face à... voilà, on n'est pas en mode c'est le beau gosse, tout le monde dans l'école, tous les élèves le considèrent comme le beau gosse ultime. C'est l'héroïne qui a un coup de cœur pour lui et qui le trouve extrêmement beau, mais les autres on sait pas trop ce qu'ils en pensent. Et au contraire, ils ont même plutôt tendance à le considérer comme dans le paysage, plus ou moins. Certes, il a une importance de par sa hiérarchie, on va dire. Mais voilà, c'est pas le beau ténébreux, quoi. Et ce qui est sympa, par-ci par-là, pour casser un petit peu le côté romance, il y a les petites piques des dialogues avec les dragons que j'ai plutôt bien aimé. Ouais, alors moi, pour le coup, j'ai trouvé ça... En fait, mon problème principal avec ce livre, et c'est lié un peu au pic des dialogues avec les dragons, si vous voulez, parce que les dragons sont quand même censés être un peu intelligents. Bon, finalement, ils interviennent pas très souvent. Je pense qu'ils auraient pu être un peu plus... Enfin, ils auraient pu donner plus d'infos. D'ailleurs, ça leur est reproché à la fin, donc ça, c'est bien. Je suis désolée, mais l'héroïne, elle est bête. Elle est bête comme ses pieds. Je n'en pouvais plus. Franchement, au début, on n'arrête pas de nous dire, et Mélo a raison, elle me l'a dit, ça revient un peu vers la fin. Bon, voilà, mais on n'arrête pas de nous dire qu'est-ce qu'elle est intelligente. C'est tout ce qu'elle a d'ailleurs, parce qu'elle a un corps de faible. Ils le disent plein de fois. C'est son gros défaut, et ça, c'est bien aussi. C'est pas l'héroïne incroyable. Voilà, elle n'était pas faite pour être là. Ses chances de survie sont très faibles. Elle est bête. Ils arrêtent pas de dire que c'est une grande scribe ultra cultivée, qu'elle connaît plein de trucs, elle a une super mémoire et tout. Mais par contre, dans ses relations humaines, en tout cas dans sa relation de romance, mais elle est super con. Elle analyse tout de travers, elle se répète des tas de fois la même chose, c'est super relou, ça revient tout le temps. Oh là là, mais il va pas me tuer. Oh là là, il va encore me laisser quelques mois en vie. Oh là là, c'est un peu comme un chat qui joue avec la souris. Alors que le mec, il lui a très clairement dit dès le début, très rapidement, il lui dit de toute façon, ça me plaît pas plus qu'à toi, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de te laisser en vie. Je vous dis pas pourquoi, parce que bon, c'est quand même un peu intéressant. Du coup, c'était super chiant, et ça revient tout le temps. Entre ça et les muscles saillants, si vous voulez... Je suis un peu dépitée par cette héroïne, voilà, ça m'a dépitée. Ouais, en fait, je pense que c'est extrêmement compliqué quand un auteur ou une autrice veut créer un personnage intelligent, ça m'a l'air extrêmement compliqué d'arriver à faire comprendre au lecteur qu'il est intelligent. Et donc là, à part nous dire bon bah elle est super intelligente, à part faire dire à d'autres personnages elle est super intelligente, il y a eu quand même un moment donné dans un cours où elle a deviné un truc stratégique et donc du coup ça la faisait passer pour intelligente, mais c'est vrai que globalement elle a un comportement de quelqu'un qui a une intelligence assez moyenne, voire je sais pas, voire un peu naïf. Enfin, en fait elle a ce côté naïf alors qu'elle a de l'expérience. C'est ça qui est un petit peu bizarre. J'ai trouvé que
au-delà du fait que ça manquait pas mal de descriptions, alors vraiment je mets de côté les descriptions des personnages masculins parce que vous l'avez compris, ça c'est particulièrement précis. Je trouve qu'on manque de descriptions sur, du coup ça va avec le world building, sur le fond et sur le cadre. C'est-à-dire qu'on est dans une école, mais finalement... si vous voulez, par exemple, la grande salle dans Harry Potter, tout le monde sait à quoi ressemble la grande salle dans Harry Potter. Je veux dire, dès le début, c'est décrit, il y a les 4 grandes tables, il y a les arches avec les drapeaux de chaque maison, enfin voilà. Là, il n'y a pas un seul endroit dans cette école que je suis, enfin, qui m'a été représenté en termes vraiment décrits. Même le tout début avec cette histoire de passage de parapet, si vous voulez, il n'y avait aucune info sur ce que c'était que ce truc de parapet. Si vous voulez, un parapet, en fait c'est juste une poutre, hein. Globalement l'idée c'est qu'il devait traverser une poutre. On n'a aucune idée de la longueur de la poutre, on n'a aucune idée de sa largeur. En gros, tout ce qu'on comprend, c'est que c'est une épreuve difficile, mais on n'a rien, on n'a pas d'éléments qui nous permettent nous-mêmes de jauger la difficulté de l'épreuve. Alors je dis pas que ça intéresse tout le monde, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a le fait d'arriver dans un endroit où tous les cavaliers sont rassemblés. Même pas, elle jette un coup d'œil vite fait, et c'est la première fois qu'elle y va, elle jette pas un coup d'œil vite fait pour savoir à quoi ça ressemble. Il y a zéro curiosité en termes de paysage, en termes de représentation. Si, le mobilier de sa chambre, voilà, le mobilier de sa chambre est pas mal décrit pour des raisons purement sexuelle par la suite, mais c'est super dommage. Les salles de cours, on n'a aucune idée de à quoi elles ressemblent, combien de personnes peuvent y rentrer. Avec ça, c'est pareil, on n'a aucune explication vraiment claire et nette de la hiérarchie au sein de cette école. On comprend que quand on est 3e année, on peut être chef d'aile, que dans chaque aile, il y a 4 ou 5 escouades, mais je suis même plus trop sûre de combien il y en a, je sais même pas préciser, je crois. Que c'est des 2e années qui sont les chefs d'escouade, mais du coup, les autres 3e années, ils sont où? On n'en entend jamais parler. Les autres 2e années, on comprend que de temps en temps, ils sont avec eux. Ils les récupèrent à un moment donné dans l'année, parce qu'au début, ils sont 10, et puis après, ils récupèrent des 2e années pour compléter leur équipe, enfin voilà. C'est pareil, il y a une grosse épreuve qui consiste à récupérer, enfin c'est à ce moment-là que l'élève sait s'il va avoir ou pas un dragon. C'est censé être méga difficile. Je veux dire, c'est hyper auto-centré sur l'héroïne, je veux dire, elle vit son truc et j'ai pas eu l'impression de ressentir la moindre difficulté. Alors pourtant, elle se blesse, je sais plus trop comment, elle se fait mal, mais c'est parce qu'elle a un corps de faible, qu'est-ce que tu veux. Elle entend pas ses potes, elle essaye même pas de rester avec eux d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment aucune stratégie. Moi j'étais perdue, voilà, enfin perdue. C'est pas possible de se représenter les choses, les décors, il y a une clairière qui est décrite. Et encore, on ne connaît pas sa taille. D'ailleurs, son dragon, il est décrit comme méga et ultra super grand. Mais moi, je sais pas combien il mesure. J'en ai aucune espèce d'idée. Voilà, et c'est plein de détails comme ça qui font que pour moi, c'est des lacunes qui auraient vraiment pu être rajoutées sans que ça prenne 300 pages. Mais qui auraient rajouté un peu de substance et qui auraient fait que, effectivement, j'aurais peut-être kiffé ce roman de fantasy, quoi. Ouais, alors j'ai rien pour défendre le roman sur ce point-là. À part que moi ça m'a pas dérangé, ça m'a permis d'avoir une lecture un petit peu plus légère. C'est vrai que du coup j'aurais quand même bien aimé avoir quelques... Je pense qu'il y a quand même la salle des archives qui est plutôt pas mal décrite, par exemple. Mais c'est vrai que ça manque d'un peu de caractère. Par exemple, si on devait faire un film de ce livre, on n'a rien pour se dire bah voilà, ça va être la chambre des secrets, ça va être ça c'est le truc de banquier et compagnie, etc. Et d'ailleurs, Mélo était d'accord aussi, on en a parlé, parce qu'au début je lui ai écrit, je lui ai dit mais moi je suis complètement perdue dans le timing. La gestion du temps, c'est pareil. Alors on comprend que les saisons passent parce que la météo change globalement. Alors il y a 2 choses sur la gestion du timing. La première, c'est que il y a pas mal d'ellipses. Forcément, on est sur de la Dark Academia, l'histoire s'étale sur 1 an, on va pas nous détailler chaque petite journée de scolarité. Moi, j'aurais pas dit non à avoir un petit peu plus de détails sur une journée type, voilà, qu'on suive, je sais pas, ne serait-ce que la première journée de A à Z. Bon, l'autrice a décidé que c'était pas utile, donc pourquoi pas. Moi, c'est ce qui m'a fait manquer un peu le côté Academia sur le début, même si ça revient un petit peu plus sur la fin, je dirais.
Bon, donc il y a des ellipses et il y en a qui sont pas mal gérées parce que il y a des épreuves, des défis notamment, des combats et en gros elle ne décrit pas chacun de ces combats. Je trouve que ça c'était vraiment bien fait, la façon dont elle s'en sort, comment c'était articulé, c'était bien fait. Par contre, il n'y a aucun élément de contexte temporel. C'est-à-dire qu'on n'a aucune espèce d'idée, les défis ça s'étale sur combien de temps. Ou alors c'est dit mais c'est très rapide, genre je crois que c'est 2 mois parce que le battage c'est 2 mois après leur entrée en cours, un truc comme ça, où il y a le passage du gant, le fameux, enfin, l'épreuve du gant. Ça manquait. Et alors, une fois passé la fameuse épreuve, donc là ça veut dire que ça représente quand même la moitié du bouquin presque, hein. Une fois passé la fameuse épreuve du gant, puis le battage, donc une fois qu'elle a récupéré son dragon, il va quand même s'écouler, donc si admettons que ça dure 2 mois, que je crois que l'année scolaire commence en juillet, on va dire que du coup vers septembre-octobre ils ont tous leur dragon là. Franchement je suis incapable de vous dire ce qui se passe entre octobre et juillet. Surtout moi j'ai l'impression que du coup ça s'est pas déroulé sur un an, sur une année scolaire complète, alors que si, et j'arrive dans le tome 2 et en fait c'est la 2e année et j'ai l'impression qu'il me manque des bouts, c'est vraiment très étrange. Alors après à savoir que par contre pour la découpe de la moitié du roman, j'ai pas réalisé que j'étais à la moitié, en fait la partie que tu dis que c'est la moitié, pour moi c'est genre le premier tiers, même pas, un peu moins, en ressenti. Parce que comme j'avais pas le livre entre les mains, je sais pas quand j'ai lu la moitié en fait. Et comme après j'ai vraiment rushé la suite parce que j'avais vraiment envie de lire la suite et tout. Mais en fait si c'est réellement la moitié, en effet il y a un truc un peu bizarre. Mais moi je me suis laissée vraiment embarquer dans l'ambiance académie pour le coup, j'ai un peu plus ressenti que toi je pense. Mais en effet, pour moi, la temporalité est mal gérée et c'est pour ça que quand on tombe sur de la fantasy ou adulte où la temporalité est super bien gérée sans donner d'indication précise de calendrier et compagnie, bah on salue vraiment le truc parce que ça m'a l'air assez compliqué à faire et parfois, la plupart du temps, c'est mal fait quoi. Bah après peut-être que c'est une erreur de ma part et que c'est pas la moitié. Si, mais moi je pense avoir checké, tu vois, parce que je crois que le truc il faisait genre 22 heures d'écoute et vers 10 heures on était toujours... Enfin moi je me faisais chier. D'ailleurs je t'ai écrit, je dis mais en fait il se passe rien. Enfin de mon point de vue, hein, il se passait rien du tout. Et c'est dommage. Et c'est à ce moment-là aussi que je t'ai dit, voilà, la partie Academia, moi je la ressens pas trop. Il se passe pas grand-chose. Et il n'y a pas d'enjeu en termes politiques. Et ça vient très tard. Et d'un certain côté c'est normal, mais d'un autre côté ça aurait pu advenir plus tôt, surtout qu'on a une héroïne qui quand même se pose vite fait quelques questions. Une petite chose qu'on aurait dû soulever au moment des scènes de sexe et de la romance, c'est la vulgarité. Franchement, autant un petit peu ok parce que bah y a pas de raison, enfin on est dans un livre pour adultes, y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelques petits gros mots par-ci par-là. Mais vraiment c'était des putains dans tous les sens, de tous les personnages, enfin des 2 personnages, des oh mes dieux dit avec une voix assez puérile, bon bah ça c'est l'audio, voilà. Mais j'ai trouvé ça un petit peu too much, un petit peu agaçant. Et puis il n'y avait pas forcément de raison que ce soit aussi poussé et aussi souvent. On en a beaucoup de vulgarité dans la tête de l'héroïne, un petit peu agaçant, mais aussi dans la tête du coup du protagoniste masculin qui quand il lui parle pour dire oh mon dieu comment t'es belle, il dit oh putain comment t'es belle toutes les 2 secondes, un peu chiant. Après c'est pas que lié aux scènes de sexe, hein, c'est extrêmement récurrent. Dès qu'elle est en colère, dès qu'elle est un peu perdue, dès qu'elle ressent un truc, ça se termine en putain et va te faire foutre quoi. Donc c'est dommage. En fait j'aurais presque préféré que ce soit réservé au dialogue, c'est-à-dire que quand elle a un dialogue qui est en gros qui est un personnage qui soit particulièrement vulgaire, moi je dis pourquoi pas, hein, il y en a des gens dans la vraie vie qui sont très vulgaires. Mais du coup là c'était c'était trop et c'est dommage parce que c'est pas utile en fait, ça apporte pas grand chose à l'histoire. Donc en gros moi je rattacherais ça plus à la plume. Et la plume de cette autrice, bah il n'y a rien à en dire en fait, à part que bah voilà, il manque de description et qu'elle est particulièrement vulgaire. Et du coup, en plus d'être vulgaire et particulièrement plate, il y a énormément d'incohérences dans ce récit. Alors, on va dire qu'il n'y a rien de majeur et d'absolument de trucs qui vraiment ne vont pas du tout, au sens où ça fait une cassure nette dans le récit, on se dit bah non, elle a dit l'inverse pendant toute la première partie,
mais plus au sens où c'est plein de petits points qui reviennent et qui sont très récurrents, même si c'est des points où on s'en fiche. Hein. Globalement, elle précise dès le début que elle aurait dû, tout le monde lui a recommandé avant de passer la première épreuve de se couper les cheveux, because c'est une prise pour les combats, la lutte, le truc. Ce qui est logique, hein. Pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Et donc du coup, les femmes qui gardent leurs cheveux longs dans ce truc-là sont extrêmement rares, sauf que de toutes les femmes qu'on a croisées, elles ont quasiment toutes au moins, alors pas les cheveux forcément longs, mais des cheveux qui volent, donc des cheveux qui font prise. Oui, alors en effet, ce truc d'incohérence, de petites incohérences par-ci par-là, c'est assez régulier quand même, et c'est plus des fois pour des histoires de facilité. J'ai l'impression que des fois, l'autrice s'est dit « Oh, je vais mettre ça là parce que ça fait très fantasy, ça va très bien dans l'univers », mais sans le noter dans son world building en gros, et sans le mettre dans les règles de son univers, ce qui fait que plus loin, bah, elle y pense plus, et ça existe plus, et elle va dans l'autre sens. Mais par contre ces incohérences me sautent beaucoup plus aux yeux dans le tome 2 parce qu'il y a moins les petits émois du flirt. Et donc voilà, on est un petit peu plus sur la politique, on est, bah voilà, on a découvert des choses qui n'allaient pas dans l'univers, les personnages aussi, et on est un petit peu plus dans les intrigues. Et donc là forcément ça ressort un petit peu plus. Et au final du coup quand je suis un petit peu moins, quand j'ai un petit peu moins de paillettes dans les yeux et compagnie, bah je me rends compte qu'au final ce sur quoi est construite l'histoire, bah en vrai, par exemple, au tout début on nous dit que Xaden va absolument chercher à la tuer et que voilà, ça va être, toute sa vie va tourner autour de ça dès qu'elle va rentrer dans l'académie, et en fait, bah pourquoi? Les gens ils connaissent pas Xaden et ils se basent sur le fait qu'il veut se venger, mais en fait ils en savent rien, et ça aurait pas dû être un truc aussi important dès le début. En tout cas, ça aurait pas, tout le monde n'aurait pas dû venir vers elle en lui disant attention quoi. Mais dans ce cas-là, t'aurais pas eu le enemies to lover. Ouais, bah oui. Voilà. Mais pour autant, il y a d'autres personnages qui sont de la rébellion, et je trouve que là-dessus, elle a l'esprit particulièrement ouvert. Et ça, c'est un truc que je relève parce que bon, j'ai dit qu'elle était bête comme ses pieds, mais en attendant, il y a quand même des points positifs avec ce personnage. Donc toute la partie où elle sait ce qu'elle veut, c'est une adulte, tout ça, et d'ailleurs elle doit s'en défendre, hein, parce qu'il y a énormément, genre sa sœur, son meilleur pote en mode mais non attention tu vas te casser, tu es en sucre, plutôt que de l'aider. En fait ça c'est un truc qui est super chiant aussi, c'est que plutôt que de l'aider et se dire bon bah voilà, écoute c'est ton choix, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qui pourrait t'aider, et ben ils mettent toute leur force à l'aider de la façon où eux ils veulent l'aider. Et en fait il la surprotège, ce que ne fait pas Xaden et ce qui est vraiment très très bien pour une romance. Et au lieu, c'est pas juste l'aider en fait, ils pourraient lui apprendre à s'aider elle-même quoi. Et ils le font pas et ils vont contre son avis et vraiment très agaçant, mais tous ces personnages-là sont bien remis à leur place par la suite assez rapidement, donc ça va. Et l'héroïne aussi les remet à leur place et ça c'est vraiment très chouette quoi. C'est pas juste une petite chose fragile. Elle est quand même très ouverte d'esprit, c'est-à-dire que on la prévient, voilà, donc Xaden, méfie-toi-en, il va essayer de te buter à chaque coin de couloir parce que ta mère a fait assassiner son père, blablabla. Mais par contre elle va croiser d'autres gens de la rébellion, et je trouve que par rapport à ses camarades qui les regardent de travers, qui les évitent et du coup qui les ostracisent, qui créent un espèce de noyau dur parce qu'ils les assimilent pas dans leur groupe, elle en fait, eh ben, elle trouve ça pas normal, et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vraiment bien que ce soit mis en avant, à plusieurs reprises d'ailleurs, et que finalement elles se sentent à l'aise dans leur compagnie, qu'elles montrent que ce sont des élèves comme les autres. J'ai trouvé ça vraiment bien, et du coup je trouve ça d'autant plus dommage qu'il y ait cette exception pour Xaden qui s'en prend plein la tronche, pauvre, parce qu'on l'a mis en garde contre lui. Enfin je veux dire, sa mère elle a fait assassiner tous les autres de la rébellion en fait. Enfin je veux dire, tout le monde, tous les gars qui ont une marque peuvent la buter à l'angle d'un couloir, mais c'est Xaden qui en prend plein la tronche, et les autres, eh ben, elle en a pas peur en fait. Donc voilà, c'est peut-être le point dommage là-dessus. Ouais, et d'ailleurs, du coup, toujours à propos de l'héroïne, je trouve que l'équilibre entre ses forces et ses faiblesses est pas trop mal réparti, c'est plutôt bien, même si au final ça fait un peu, il y a un petit côté un peu élu, où il y a des choses qui vont lui arriver, bah voilà, ça compense sa faiblesse, et sa faiblesse ne disparaît pas à la fin du roman parce que bah, elle a gagné en force ou quoi que ce soit. Ça reste toujours un petit peu là et c'est pas trop mal. Donc dans l'ensemble, parce que on a beaucoup parlé, hein, dans l'ensemble,
c'est pas un mauvais roman, moi je comprends qu'il ait plu, maintenant il y a des faiblesses qui font que pour moi ce sera pas un incontournable. Ce que m'a dit Mélo sur le deuxième tome ne me donne clairement pas envie de le lire. Maintenant, j'ai pas détesté ma lecture. Une petite romantaisie, c'est ce que je vous le disais quand je vous parlais de ma lecture du ACOTAR tome 2. Une petite romantaisie de temps en temps, bah ça fait... Enfin, moi j'ai rien contre en fait. Et c'est plutôt une bonne, voilà. Si vous deviez en choisir une, bah pourquoi pas celle-ci. Après, j'en ai pas lu énormément, mais des deux que j'ai lus, j'ai trouvé meilleur que ACOTAR par exemple. Notamment par rapport aux relations toxiques, etc. Ouais, si vous aimez les dragons, alors j'avais lu très peu de récits de dragons à part Eragon et peut-être d'autres, je sais plus exactement. Donc pour moi c'était assez chouette, pas nouveau mais pas novateur je veux dire, mais bon, pour l'aspect dragon c'est pas mal, pour l'aspect académie c'est pas mal, pour l'ambiance c'est pas mal, la petite tension, le petit flirt et tout c'est bien, avec enfin des relations pas toxiques. Ça manque peut-être un petit peu de relations diversifiées, il y a d'autres, enfin en fait on est focus que sur une seule romance et il n'y a pas trop des petites romances à côté qui pourraient apporter un petit peu de diversité, c'est peut-être un peu dommage, mais voilà, ça fait un récit très agréable à lire. Après à voir si la suite est pas, voilà, si le tome 2 ne tombe pas dans les travers des tomes 2 en général, et si la suite égale un peu ce tome 1 en termes de dynamisme. Du coup, si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez lu le tome 2 et éventuellement le tome 3, etc. Dites-nous si ça vaut le coup de continuer. Moi je pense que je vais finir tranquillement mon tome 2. J'aimerais aller au-delà, mais je vais voir comment ça se passe, comment se passe mon écoute. Et puis bah du coup en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.